On se retrouve aujourd'hui pour une explication linéaire liée à la princesse de Clèves. Il s'agit de l'aveu de la princesse au duc de Nemours qui se trouve à la fin du roman. La princesse de Clèves paraît anonymement en 1678. On peut pourtant considérer que Madame de Lafayette en est l'auteur. Si elle ne l'affirmera jamais publiquement, elle avouera à demi-mot l'avoir écrit dans une lettre. Lorsque le texte paraît, elle est proche du groupe de Port-Royal, au lieu du jansénisme qui véhicule une vision pessimiste de l'être humain et souligne que personne ne peut trouver le salut sans la grâce de Dieu. L'amour est envisagé comme une force dévastatrice, signe de la défaite de la raison. Madame de Chartres, mère de la princesse de Clèves, enseigne à sa fille les dangers de la passion, mais celle-ci, nourrissant estime et respect pour son mari, Monsieur de Clèves, va pourtant être déstabilisée par les sentiments que lui inspire le duc de Nemours. C'est dans la troisième partie de l'œuvre que figure le passage le plus célèbre de la princesse de Clèves, qui fait aujourd'hui l'objet de notre étude. L'aveu que l'héroïne fait à son mari de sa passion pour un autre est également l'extrait du roman qui a été le plus discuté depuis sa parution, souvent jugé invraisemblable. Pourtant, afin de le rendre plausible, la narratrice l'a préparé. En effet, c'est au cours de la deuxième histoire enchâssée que le prince affirme l'importance de la sincérité. Cet aveu est également une réponse aux sollicitations répétées de Monsieur de Clèves, qui veut connaître les raisons qui ont éloigné sa femme de la cour. Le duc de Nemours assiste caché au dialogue entre les deux époux. Ainsi, nous nous demanderons en quoi cette scène est révélatrice du caractère héroïque des deux personnages. Pour cela, nous étudierons ce passage selon trois mouvements: l'aveu de la princesse à son mari, l'émotion des deux personnages et la réponse de Monsieur de Clèves à sa femme. Débutons par notre premier mouvement, le refus de s'engager. Madame de Clèves a pleinement conscience du fait que son refus de s'engager relève du sacrifice. L'hyperbole « rien de plus difficile que ce que j'entreprends » annonce l'épreuve qui l'attend. Pourtant, comme cela a été le cas au fil du roman, elle veut être guidée non par la passion, mais par la raison. Le substantif apparaît à la ligne 2, « mes raisons ». Le chiasme, qui je vous le rappelle est une structure en croix, ce que je crois devoir à la mémoire de Monsieur de Clèves serait faible s'il n'était soutenu par l'intérêt de mon repos. Et les raisons de mon repos ont besoin d'être soutenues de celles de mon devoir, révèlent la difficulté, voire l'impossibilité, de se laisser râler à son amour pour le duc, car elle s'exposerait à la possible infidélité de Nemours, à l'expérience de la jalousie déjà vécue lors de l'épisode de la lettre. Cela irait aussi à l'encontre de son devoir envers son défunt mari et à l'encontre de son éducation. Même si sa décision de renoncer à Nemours est irrévocable, le champ lexical du malheur met en exergue la souffrance de ce choix vertueux, malheureuse, priverait, quelque violence. Cette scène est une scène d'aveu, mais également une scène d'adieu. Madame de Clèves termine son intervention par une prière. « Je vous conjure par tout le pouvoir que j'ai sur vous de ne chercher aucune occasion de me voir. » Une fois encore, le poids de son éducation, le poids de la morale se ressent lorsqu'elle évoque l'importance des conventions sociales via le nom « bienséance » à la ligne 9. Continuons avec notre deuxième mouvement qui sera court, l'affliction de Nemours. Le verbe de mouvement, Monsieur de Nemours se jeta à ses pieds, traduit l'affliction extrême du personnage suite à l'annonce de Madame de Clèves. La dimension théâtrale que nous avions déjà observée au cours de l'aveu de la princesse au prince de Clèves est également visible ici. Le parallélisme de construction, il lui fit voir et par ses paroles et par ses pleurs, met en exergue l'immense chagrin du personnage qui n'a pour seul objectif que de prouver la force de son amour. Effectivement, l'hyperbole, la plus vive et la plus tendre passion dont un cœur ait jamais été touché, vise à révéler la sincérité et la puissance des sentiments éprouvés par Nemours. Sa peine est si grande qu'elle émeut Madame de Clèves, comme le montre la modalité négative, n'était pas insensible. Négation totale, je vous le rappelle. Pourtant, elle est décidée à renoncer à l'amour. Terminons par notre troisième mouvement, le renoncement à l'amour. La deuxième prise de parole de la princesse se résume à 3 modalités interrogatives. C'est l'occasion pour le personnage de rendre visible sa vive émotion. Tout d'abord, si elle juge que l'aveu qu'elle fait à son mari est à l'origine de sa mort, elle estime également que le duc de Nemours est coupable de cette perte. La première question, pourquoi faut-il, s'écria-t-elle, que je vous puisse accuser de la mort de Monsieur de Clèves, témoigne de cette responsabilité qu'elle fait peser, malgré elle, sur les épaules de Nemours. Nous pourrions évoquer, et ce lien a été proposé dans de nombreuses explications, un lien entre la princesse de Clèves et le Cid de Corneille. En effet, dans le Cid de Corneille, Chimène ne peut pas épouser Rodrigue car il est le meurtrier de son père, et cette union s'opposerait à la bienséance. De la même manière que Madame de Clèves ne peut épouser Monsieur de Nemours, qu'elle considère comme le meurtrier de son mari. La deuxième question qu'elle pose a pour dessein de montrer que Madame de Clèves déplore la chronologie des événements. En effet, tout aurait été autrement si elle avait rencontré Nemours avant son mariage ou après la mort du prince, comme le met en évidence le rythme binaire « Que n'ai-je commencé à vous connaître depuis que je suis libre » ou « Pourquoi ne vous ai-je pas connu avant que d'être engagée ?»
Enfin, la dernière interrogation fait peser l'impossibilité de cet amour sur le destin, rappelant le fatum. Fatum, ça désigne le destin irrévocable, auquel sont confrontés les personnages tragiques au théâtre, et donc sur une volonté divine. Pourquoi la destinée nous sépare-t-elle par un obstacle si invincible, demande-t-elle. Nous voyons ici que l'éducation de Madame de Chartres continue de guider les choix de la princesse. Cependant, le duc ne considère pas Dieu comme un opposant à leur relation. La négation totale, il n'y a point d'obstacle, madame, révèle que Nemours regrette l'entêtement de Madame de Clèves. Il insiste, grâce à un parallélisme de construction, sur le fait qu'elle est l'unique personne empêchant la concrétisation de cet amour. Vous seul vous opposez à mon bonheur, vous seul vous imposez une loi que la vertu et la raison ne vous sauraient imposer. Étrangement, la princesse ne contredit pas l'opinion du duc. Elle partage même son sentiment, comme l'indique l'adjectif vrai. Il est vrai. Qui ouvre sa troisième et dernière prise de parole. Le verbe de sentiment sacrifié, ainsi que le substantif devoir, que Madame de Chartres prononce sur son lit de mort, je vous le rappelle, je sacrifie beaucoup à un devoir qui ne subsiste que dans mon imagination, tendent à montrer qu'elle s'impose cette épreuve, qu'elle s'inflige volontairement cette punition. Sa fidélité héroïque à Monsieur de Clèves l'a conduit à faire le choix du malheur. Par la suite, nous pouvons percevoir un infime espoir laissé à Nemours via l'impératif « Attendez ce que le temps pourra faire ». Effectivement, Madame de Clèves évoque la mort récente du prince et la présente comme un motif de renoncement. Monsieur de Clèves ne fait encore que d'expirer, dit-elle. Motif qui pourrait ne plus être dans les mois, les années à venir. Pourtant, l'interjection « Adieu » qui apparaît quelques lignes plus loin est sans appel et trahit le renoncement définitif à Nemours. Il n'en demeure pas moins que cette entrevue permet une déclaration d'amour pudique, en premier lieu, puisque la princesse se désigne par une périphrase qui la met à distance, une personne qui n'aurait rien aimé si elle ne vous avait jamais vu. Par la suite, elle ne dissimule plus rien de son attachement, oubliant la bienséance. Les sentiments que j'ai pour vous seront éternels. L'utilisation du futur indique l'immortalité de sa passion. Néanmoins, cet aveu va à l'encontre de son éducation, du jansénisme, de la préciosité, et elle ne peut le supporter. Voici une conversation qui me fait honte, ce qui explique le verbe de mouvement qui clôt notre extrait. Elle sortit en disant ces paroles. Cet extrait, qui se trouve quelques pages avant la fin du roman, montre à quel point l'éducation de Madame de Chartres détermine et a déterminé la vie de la princesse de Clèves. La princesse aime le duc de Nemours, mais la vision pessimiste de la passion qui lui a été donnée à voir l'empêche de s'engager. Ainsi, elle ne, je cite le texte, tombe pas comme les autres femmes, répondant à la demande de sa mère faite sur son lit de mort. Le roman offre un excipit éloigné des conventions littéraires qui font souvent du mariage une fin heureuse. Christian Lacroix, qui a illustré le livre de la princesse de Clèves pour les éditions Gallimard, propose sur la dernière page un dessin véritablement intéressant. On voit la princesse de Clèves s'éloigner, entièrement vêtue de noir, portant le deuil de sa mère, portant le deuil de son mari et finalement peut-être d'elle-même sur cette illustration.